C'est juste une moins que rien, ma mère a ri à mes dépens, jusqu'à ce que la fiancée de mon frère tape mon nom sur Google, et que tout change. Bonjour, je m'appelle Rachel Thompson, j'ai 32 ans, et je suis assise à la table en acajou de mes parents pour ce qui était censé être un dîner de célébration. Ma famille m'a toujours traité comme si j'étais invisible. La fille oubliable, qui n'a jamais tout à fait été à la hauteur. C'est juste une moins que rien avec un petit boulot de bureau. Ma mère, Barbara, a ri avec dédain lorsque Jessica, la fiancée de mon frère, a demandé ce que je faisais dans la vie. Personne à cette table n'aurait pu prédire ce qui allait se passer lorsque Jessica a pris son téléphone, et a tapé mon nom dans Google. Avant de poursuivre mon histoire, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? Si vous appréciez déjà ceci, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Croyez-moi, vous voudrez rester pour voir comment les visages de ma famille ont changé lorsqu'ils ont découvert qui je suis vraiment. J'ai grandi à Westlake, dans l'Ohio, un quartier de banlieue bien ordonné, où l'apparence était tout, et où le statut se mesurait à la taille de votre maison, ainsi qu'aux universités fréquentées par vos enfants. Notre maison coloniale à 2 étages, avec sa pelouse immaculée et ses couronnes saisonnières sur la porte d'entrée, était le cadre parfait pour la famille que ma mère, Barbara, voulait montrer à tout le monde. À l'intérieur de ces murs, la dynamique familiale était limpide. Ma mère, avec ses mèches parfaitement réalisées et son adhésion au country club, orchestrait nos vies avec précision. Tout tournait autour de l'image et de la réussite. Mon père, Thomas, comptable dans un cabinet respecté, était gentil à sa manière silencieuse, mais il s'en remettait finalement à ma mère pour toutes les questions familiales. Il était la définition même de la passivité, choisissant toujours la paix plutôt que la confrontation, même si cela signifiait sacrifier mes sentiments au passage. Ensuite, il y avait mon frère, Michael, de 3 ans mon aîné, et la star incontestée de notre famille. De son premier coup de circuit en Ligue mineure à son discours de major de promotion au lycée, Michael ne pouvait rien faire de mal. Sa chambre était un sanctuaire dédié à la réussite. Des trophées sportifs étincelants, des médailles académiques, et des lettres d'admission encadrées. Mes parents assistaient à chaque match de baseball, chaque tournoi de débat, chaque cérémonie de remise de prix. Ils rayonnaient depuis le premier rang, prenant une infinité de photos, et se vantant auprès de quiconque voulait bien les écouter. C'est notre fils, disait ma mère, en insistant sur le nôtre, comme si Michael était leur seul enfant. Mon tout premier souvenir de déception remonte à l'âge de 8 ans. J'avais écrit une petite histoire sur une fille qui découvrait qu'elle pouvait parler aux animaux. Mon institutrice de CE2 m'avait donné un A+, et avait écrit l'imagination extraordinaire en haut de la page. J'ai couru à la maison, éclatante de fierté, impatiente de montrer cela à mes parents. Maman, papa, regardez ce que j'ai écrit, ai-je annoncé en agitant mon histoire en l'air. Ma mère y a jeté un bref coup d'œil. C'est bien, Rachel, mais nous nous préparons pour l'exposition scientifique de Michael. Pose-le sur le comptoir et nous le regarderons plus tard. Plus tard n'est jamais venu. Lorsque j'ai retrouvé mon histoire quelques jours après, elle était tachée de ronds de café, non lus et oubliés. Ce schéma s'est poursuivi tout au long de mon enfance. En 6e, lorsque j'ai remporté un concours d'écriture à l'échelle du district, aucun de mes parents n'a assisté à la cérémonie. Michael avait un match de baseball le même jour. Tu comprends, n'est-ce pas, Rachel? A dit mon père doucement. C'est un match important pour ton frère. Je comprenais parfaitement. J'apprenais ma place dans la hiérarchie familiale. Le lycée a apporté plus de la même chose. J'ai rejoint le journal de l'école, devenant finalement rédactrice en chef. J'ai gagné des prix d'État pour mes éditoriaux et mes nouvelles. Ma signature est apparue dans des magazines pour adolescents et des journaux locaux. Chaque réussite a été accueillie avec la même réponse tiède de ma famille. L'écriture est un passe-temps sympa, Rachel, disait ma mère. Mais ce n'est pas un vrai plan de carrière. Tu devrais te concentrer sur quelque chose de pratique, comme le commerce ou les soins infirmiers. Même lorsque mon histoire a été publiée dans une anthologie nationale pour jeunes écrivains, mes parents ont refusé d'en acheter un exemplaire. Pendant ce temps, ils encadraient les lettres d'admission à l'université de Michael, et les accrochaient dans le salon pour que les visiteurs les admirent. Au moment de partir pour l'université, j'avais cessé de partager mes réussites avec ma famille. J'ai choisi une université à New York, aussi loin de l'Ohio que ma bourse me permettait d'aller. La distance n'était pas seulement géographique.
Je créais un espace émotionnel pour devenir quelqu'un d'autre, loin de la fille invisible que j'avais été à la maison. Durant ces 4 années, je me suis épanoui. Mes professeurs louaient mon écriture, encourageaient ma voix, et me poussaient à soumettre mon travail à des publications. Les petits succès se sont accumulés. Un poème par-ci, une nouvelle par-là. Chaque publication était une brique dans la fondation de ma confiance, construite sans que ma famille ne le sache ou ne l'approuve. Lorsque je rentrais pour les vacances, je répondais aux questions vagues sur le déroulement de mes études par des réponses tout aussi vagues. J'avais appris que parler de mes passions n'invitait qu'au dédain, alors je gardais mon succès grandissant pour moi. Je restais assise pendant des dîners interminables, écoutant les nouvelles sur les cours de commerce de Michael, ses perspectives de stage, sa petite amie issue d'une bonne famille. Après l'obtention de mon diplôme, lorsque j'ai annoncé mon intention de rester à New York et de poursuivre l'écriture, la réaction de ma mère a été, comme prévu, dédaigneuse. « New York est si cher, Rachel. Tu seras de retour à la maison dans 6 mois quand tu ne pourras plus payer le loyer », a-t-elle prédit avec assurance. Peut-être que tu peux obtenir un emploi au collège communautaire si tu veux rester proche des livres. Mon père, à sa façon typique, a essayé de faire la médiation. Ce que ta mère veut dire, c'est que nous nous inquiétons pour toi. L'écriture est un secteur difficile. Nous ne voulons simplement pas que tu te prépares à être déçu, a ajouté ma mère. Comme si la déception n'était pas déjà l'émotion principale que j'associais aux interactions familiales. Au fil des années, alors que ma vie d'adulte prenait forme à New York, j'ai développé 2 existences distinctes. Il y avait Rachel, l'écrivaine accomplie avec une réputation grandissante dans les cercles littéraires, et Rachel, la fille décevante qui avait un boulot quelconque dans l'édition, pour autant que sa famille le sache. La déconnexion était douloureuse mais protectrice. Je ne pouvais pas supporter d'offrir mes réussites pour les voir à nouveau diminuer. Les appels téléphoniques à la maison sont devenus des exercices d'omission. J'écoutais les nouvelles des promotions de Michael, les accomplissements du comité social de ma mère, les potins du quartier, sans jamais offrir d'informations sur ma propre vie qui comptait pour moi. Je suis devenu experte en esquive, retournant les questions à l'envoyeur, gardant mes réponses superficielles. Certains pourraient se demander pourquoi je maintenais une quelconque relation avec ma famille. La réponse est compliquée, enveloppée dans des couches d'espoir, d'obligation, et de cette croyance obstinée qu'un jour, ils pourraient me voir, vraiment me voir. Malgré tout, ils étaient ma famille. Et une partie enfantine de moi aspirait toujours à leur approbation, même si l'adulte en moi reconnaissait à quel point c'était peu probable. Alors, j'ai continué mes visites 2 fois par an, me blindant à chaque fois contre ce sentiment familier de s'effacer dans l'arrière-plan, d'être négligé et sous-estimé. J'étais le fantôme de la famille, présente, mais pas tout à fait réelle à leurs yeux. Et j'ai appris à trouver de la validation ailleurs, construisant une vie riche d'amitié significative et de respect professionnel, dont ma famille ne savait rien. Lorsque j'ai déménagé à New York après l'université, je n'emportais guère plus que 2 valises, mon ordinateur portable, et un optimisme déterminé. La prédiction de ma mère sur mon échec dans les 6 mois planait au-dessus de moi comme un défi. J'étais préparé à la lutte, mais la réalité de percer dans l'industrie de l'édition à New York était encore plus dure que ce que j'avais anticipé. J'ai trouvé un minuscule appartement à Brooklyn, que je partageais avec 2 autres créatifs en herbe. Mon premier emploi était barista dans un café près de Union Square, travaillant l'équipe du matin pour pouvoir utiliser les après-midi à déposer des candidatures dans des maisons d'édition et des agences littéraires. La nuit, j'écrivais sur un bureau bancal coincé dans le coin de ma chambre, souvent jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Les lettres de refus s'accumulaient. Je les scotchais à mon mur comme motivation plutôt que comme découragement. Chaque non me rapprochait d'un éventuel oui, ou du moins, c'est ce que je me disais dans les moments de doute. Ma première opportunité est arrivée 8 mois après mon arrivée à New York. J'ai décroché un poste de débutante en tant qu'assistante dans un magazine littéraire petit mais respecté. Le salaire suffisait à peine à couvrir le loyer et les nouilles instantanées, mais l'expérience était inestimable. J'ai tout absorbé du processus d'édition, de l'évaluation des soumissions à la révision, jusqu'à la production. C'est là que j'ai rencontré Eleanor Montgomery, une rédactrice en chef dont l'œil aiguisé et la langue encore plus acérée faisaient trembler les membres du personnel junior. Eleanor était une légende dans les cercles littéraires, connue pour découvrir des talents majeurs et pour ses normes éditoriales intransigeantes. Pour des raisons que je n'ai jamais totalement comprises, elle s'est intéressée à ma carrière. « Vous avez une voix,
m'a-t-elle dit après avoir lu un texte sur lequel je travaillais pendant mes pauses déjeuner. Brute, mais distinctive. Continuez à écrire. Venant d'Eleanor, c'était l'équivalent d'une louange effusive. Sous son mentorat, mon écriture a évolué. Elle m'a poussé à être plus audacieuse, à trouver les endroits vulnérables dans mes récits, et à creuser plus profond. Lorsque je me plaignais de ses retours brutaux, elle était impitoyable. Si vous voulez des encouragements doux, rejoignez un cercle d'écriture communautaire, disait-elle. Si vous voulez être publié, écoutez-moi. J'ai écouté, et j'ai écrit après mon travail de jour, après les obligations sociales, parfois aux petites heures du matin quand la ville se calmait brièvement. J'ai développé une discipline qui frisait l'obsession. Ma première pièce publiée dans une revue littéraire notable est arrivée 2 ans après mon arrivée à New York. Je me souviens encore d'avoir fixé mon nom imprimé, passant mes doigts sur les lettres comme si elles pouvaient disparaître. Je n'ai appelé personne de ma famille. Au lieu de cela, j'ai célébré avec des amis qui comprenaient ce que cette étape signifiait. À partir de là, l'élan s'est construit progressivement. Ma signature est apparue dans des publications de plus en plus prestigieuses. Les éditeurs ont commencé à reconnaître mon nom dans les piles de soumission. Des agents littéraires ont commencé à me contacter pour demander si je travaillais sur un livre. J'y travaillais. Mon premier manuscrit, un recueil de nouvelles interconnectées examinant les fils invisibles liant les familles à travers les générations, a pris 3 ans à être achevé. Lorsqu'il a été vendu à un éditeur indépendant respecté, j'ai ressenti une validation qu'aucune approbation familiale ne pouvait égaler. Le livre, intitulé Beneath Silent Water, Sous les eaux silencieuses, a été publié quand j'avais 27 ans. Le tirage initial était modeste, mais la réponse critique a dépassé les attentes de tout le monde. La critique littéraire du New York Times l'a qualifié de début époustouflant, venant d'une écrivaine d'une perspicacité rare. Le New Yorker m'a incluse dans sa rubrique des écrivains à surveiller. Les prix littéraires ont suivi. Pour la tournée du livre, j'ai voyagé dans 12 villes à travers l'Amérique, puis à Londres, Paris et Berlin. À chaque endroit, des lecteurs m'approchaient avec des histoires sur la façon dont mon écriture les avait touchés, comment ils voyaient leur propre dynamique familiale reflétée dans mes personnages. L'ironie ne m'échappait pas, des étrangers se connectaient si profondément avec un travail que ma propre famille n'avait jamais lu. J'ai choisi de publier sous le nom de Rachel Thompson plutôt que mon nom complet, Rachel Ann Davis Thompson, ce qui expliquait en partie pourquoi ma famille n'était peut-être pas tombée sur mon travail en ligne. Ce n'était pas une décision consciente de me cacher, mais plutôt une séparation entre mon identité d'écrivaine et la fille qui visitait toujours l'Ohio 2 fois par an. Mon deuxième livre, un roman intitulé The Weight of Unsaid Things, Le poids des non-dits, est devenu ce que l'industrie appelle un succès surprise. Commençant par des ventes modestes qui ont augmenté régulièrement grâce au bouche à oreille, jusqu'à ce qu'il atterrisse sur la liste des best-sellers, 8 mois après sa publication. L'édition de poche présentait des citations d'auteurs célèbres que j'avais autrefois étudiées dans mes cours universitaires. Surréaliste ne commençait même pas à décrire ce sentiment. À 30 ans, j'avais un agent, un éditeur respecté, et le genre de carrière dont rêvent la plupart des écrivains. Mon appartement à Brooklyn n'était plus partagé, mais le mien, avec un bureau dédié où des prix et des couvertures de livres encadrés ornaient les murs. Mon travail était enseigné dans les programmes d'écriture créative universitaire. Je donnais des conférences invitées à Columbia, NYU, et d'autres institutions prestigieuses. Lorsqu'on me présentait lors d'événements littéraires, la liste de mes accomplissements prenait de plus en plus de temps à réciter. Et pourtant, quand je rentrais chez moi pour Noël ou l'anniversaire de ma mère, j'étais toujours juste Rachel, la fille qui avait un travail vague dans l'édition. La dissonance cognitive était parfois accablante. « Tu es toujours à ce magazine ?» demandait vaguement ma mère lors des dîners de fête. « Je travaille sur différents projets maintenant », répondais-je honnêtement, mais de manière incomplète. « Tu sais, Michael vient d'avoir une autre promotion », continuait-elle. Et la conversation s'éloignait de moi une fois de plus. Le développement le plus récent de ma carrière est survenu juste 3 mois avant le dîner familial qui allait tout changer. Mon deuxième roman avait été optionné pour un film par un producteur primé aux Oscars. J'avais été envoyé par avion à Los Angeles pour des réunions, logé dans un hôtel de luxe, et traité comme si mes mots comptaient énormément. Le contraste entre mon respect professionnel et mon invisibilité familiale n'avait jamais été aussi frappant. Je me demandais parfois pourquoi je continuais à compartimenter ma vie, pourquoi je n'annonçais pas simplement mes accomplissements lors de la prochaine réunion de famille.
La réponse était à la fois simple et complexe. Je me protégeais. Après des années à voir ma passion rejetée, mes réussites minimisées, je ne pouvais pas supporter d'offrir mon succès pour qu'il soit traité comme insignifiant. La pensée de ma mère disant « c'est bien, ma chérie » à propos de mon contrat de film me nouait l'estomac. Alors, j'ai maintenu la séparation, même si cela créait un espace vide en moi. Dans les cadres professionnels, j'étais confiante, articulée, louée. Dans les cadres familiaux, je redevenais la fille silencieuse et négligée, cachant soigneusement la vie que j'avais construite. « Pourquoi rentres-tu encore là-bas » m'a demandé une fois mon amie Samantha, après mon retour d'une visite de Thanksgiving particulièrement difficile. Je n'avais pas de réponse simple. Il y avait l'amour compliqué que je ressentais toujours pour ma famille malgré tout. Il y avait l'espoir, aussi faible soit-il, qu'un jour les choses pourraient changer. Et il y avait autre chose, une conviction que fuir complètement signifierait qu'ils avaient gagné, qu'ils avaient réussi à me faire croire que j'étais vraiment invisible. Alors j'ai continué à visiter, et j'ai continué à réussir. Et le fossé entre mes deux vies s'est élargi à chaque année qui passait, jusqu'à la nuit où tout s'est effondré, lorsque mon frère a amené sa nouvelle fiancée à la maison pour rencontrer la famille, et que tout ce que j'avais construit, et tout ce que j'avais caché, est entré en collision en une seule recherche Google. Mes parents vivaient toujours dans la même maison où j'avais grandi, un fait qui rendait chaque visite semblable à un retour dans le temps. En entrant dans l'allée ce soir-là, j'ai remarqué des fleurs fraîches plantées dans les parterres avant, et de nouveaux rideaux aux fenêtres du salon. Ma mère faisait toujours des préparatifs spéciaux quand Michael venait, un autre petit rappel de la hiérarchie familiale. Je me suis garé derrière une BMW inconnue que j'ai supposée appartenir à Jessica, la fiancée de mon frère. Ce serait notre première rencontre, et je ne pouvais m'empêcher d'être curieuse au sujet de la femme qui avait conquis le cœur de mon frère. Michael avait fréquenté beaucoup de femmes au fil des ans, mais aucune n'avait atteint l'étape de la rencontre avec les parents. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je ne puisse sonner. Mon père se tenait là, cheveux gris, soigneusement peignés, portant ce que je reconnaissais comme son bon pull. « Rachel, tu as réussi » a-t-il dit, me donnant une brève accolade maladroite. Tout le monde est dans le salon. Je l'ai suivi à travers le hall, passant devant le mur familier de photos de famille. J'ai noté que les ajouts les plus récents étaient tous de Michael, sa remise de diplôme d'études supérieures, des photos de vacances, aucune ne me mettant en vedette. C'était comme regarder mon effacement progressif de l'histoire familiale. Dans le salon, ma mère riait de quelque chose, le rire performatif qu'elle utilisait dans les situations sociales. Elle a levé les yeux à mon entrée, son sourire restant, mais refroidissant de plusieurs degrés. « Rachel, enfin, nous allions commencer sans toi. » Elle a fait un geste vers le couple séduisant sur le canapé. « Tu te souviens de ce qu'est la circulation ?» ai-je dit, me penchant pour la bise obligatoire. Michael s'est levé, semblant sincèrement heureux de me voir. « Rachel, viens rencontrer Jessica. » J'ai tourné mon attention vers la femme qui se levait gracieusement du canapé. Jessica était grande et mince, avec des yeux intelligents et un sourire chaleureux. Elle portait des vêtements simples mais manifestement coûteux, qui suggéraient le goût et la confiance plutôt que l'ostentation. « J'ai tellement entendu parler de toi » a dit Jessica en tendant la main. « Michael dit que tu vis à New York. J'adore visiter cette ville. »« Que de bonnes choses, j'espère » ai-je répondu avec un sourire, ignorant le reniflement à peine audible de ma mère. « Pouvons-nous passer à la salle à manger » a suggéré ma mère. J'ai le rôti au four depuis des heures. La salle à manger était dressée avec la bonne porcelaine et le cristal. Un autre honneur généralement réservé aux visites de Michael ou au déjeuner du club de bridge de ma mère. J'ai noté la disposition des sièges avec une résignation familière. Mon père en bout de table, ma mère à l'autre bout, Michael et Jessica d'un côté, et moi seul de l'autre. Le plus loin possible des deux parents. Ma mère s'était surpassée avec le repas, rôti de bœuf avec Yorkshire pudding, purée de pommes de terre à l'ail, carottes glacées au miel, et petits pains faits maison. C'était le menu préféré de Michael, celui qu'elle préparait pour les célébrations spéciales. « Jessica, raconte-nous encore comment vous vous êtes rencontrés » a incité ma mère après avoir versé le vin. « Je veux que Rachel entende l'histoire. » Jessica a souri à Michael avant de répondre. Nous nous sommes rencontrés lors d'une vente aux enchères caritatives pour l'hôpital pour enfants. J'organisais l'événement, et Michael était là pour représenter son cabinet.
Il a surenchéri sur tout le monde pour un forfait de voile le week-end, même s'il m'avait dit plus tôt qu'il avait le mal de mer. Elle a ri. J'ai pensé que quelqu'un d'aussi déterminé méritait au moins un dîner. Le meilleur argent que j'ai jamais dépensé, a ajouté Michael en lui prenant la main. Ma mère rayonnait devant eux. Et la famille de Jessica et de Shaker Heights, m'a-t-elle dit, nommant l'une des banlieues les plus riches de Cleveland. Son père est chirurgien cardiothoracique à la clinique de Cleveland. J'ai reconnu cela comme le raccourci de ma mère pour dire vient d'une famille riche et a un bon statut social, sa plus grande louange. Et toi, Rachel? A demandé Jessica, tournant son attention vers moi. Michael a mentionné que tu travailles dans l'édition à New York. Ça a l'air fascinant. Avant que je puisse répondre, ma mère est intervenue. Rachel fait quelque chose avec des livres. Une petite presse ou un magazine, n'est-ce pas, chérie? J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais elle a continué, rien à voir avec la position de Michael, bien sûr. Il vient de devenir associé à 35 ans, le plus jeune de l'histoire du cabinet. C'est une maison d'édition, ai-je dit calmement. Je travaille avec des auteurs sur leurs livres. Ça doit être tellement intéressant, a insisté Jessica. Sur quel genre de livre travailles-tu? Encore une fois, ma mère a interrompu. Rachel a toujours aimé lire. Tu te souviens de cet été où tu as à peine quitté ta chambre, toujours le nez dans un livre? Elle a ri et s'est tournée vers Jessica. Nous avons dû pratiquement la forcer à sortir et à prendre le soleil. La conversation a basculé sur les projets de mariage. Jessica et Michael envisageaient une cérémonie en juin l'année suivante, peut-être au country club de ses parents. Ma mère était ravie, discutant déjà des arrangements floraux et des options de menu. J'ai mangé tranquillement, hochant la tête de temps en temps ou offrant de brefs commentaires lorsqu'on s'adressait directement à moi. C'était un territoire familier. Être présente, mais pas vraiment incluse, le personnage d'arrière-plan dans le Michael Show. Jessica, cependant, continuait d'essayer de m'attirer dans la conversation. Nous sommes encore en train de décider pour le cortège nuptial, a-t-elle dit en me regardant. Mais j'adorerais que tu sois l'une de mes demoiselles d'honneur, Rachel. Je n'ai pas de sœur, et cela signifierait beaucoup pour moi. J'ai été sincèrement surprise par l'offre. Je serais honoré, ai-je dit, touché par son inclusion. C'est si Rachel peut prendre du temps sur son travail important, a commenté ma mère avec un mince sourire. L'édition new-yorkaise est si exigeante, apparemment. Michael a lancé un regard à notre mère. Maman, allez. Jessica, sentant peut-être la tension, a essayé de rediriger. Sur quoi travailles-tu actuellement, Rachel? Y a-t-il des livres que nous devrions surveiller? C'était l'ouverture que j'avais à la fois désirée et redoutée depuis des années. Je pouvais leur parler de mon récent succès, de l'option pour le film, des prix. Je pouvais enfin revendiquer mes accomplissements dans cette maison où j'avais été diminué pendant si longtemps. Mais des années de conditionnement ont pris le dessus. J'ai haussé légèrement les épaules. Juste les projets habituels. Rien de spécial. Ma mère a saisi l'instant. C'est juste une moins que rien avec un petit boulot de bureau. Elle a ri avec dédain. Tout le monde ne peut pas être aussi ambitieux que toi et Michael. La table est devenue silencieuse. Mon père étudiait son assiette. Michael avait l'air mal à l'aise. J'ai senti la piqûre familière, plus vive pour avoir été livré devant quelqu'un de nouveau. Le front de Jessica s'est légèrement froncé. Elle m'a regardé avec curiosité, puis a discrètement cherché son téléphone sous la table. Le lieu du mariage a une liste d'attente de 6 mois, a continué ma mère, inconsciente de la gêne qu'elle avait créée. Mais la mère de Jessica connaît le coordinateur des événements. Pendant qu'elle parlait, j'ai remarqué que Jessica regardait son téléphone, son expression passant de la curiosité à la surprise, puis à quelque chose comme de la stupéfaction. Elle a levé les yeux vers moi, puis est retournée à son téléphone, faisant défiler l'écran avec un intérêt croissant. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle lisait, mais quelque chose me disait que nos mondes soigneusement séparés étaient sur le point d'entrer en collision. La conversation du dîner continuait autour de moi, ma mère dominant avec les discussions sur le mariage, tandis que mon père hochait la tête de temps en temps pour approuver. Michael apportait des détails sur la lune de miel qu'il prévoyait en Italie. Je répondais lorsque c'était nécessaire, mais mon attention était de plus en plus attirée par Jessica, qui continuait de faire défiler quelque chose sur son téléphone, ses yeux s'écarquillant par moments.
Nous pensons à 4 ou 5 étages pour le gâteau, disait ma mère. Rien de trop ostentatoire, mais digne de la position de Michael au cabinet. Jessica a levé les yeux de son téléphone soudainement, son regard se fixant sur moi avec une intensité qui m'a fait bouger sur mon siège. « Excusez-moi » a-t-elle dit, interrompant ma mère au milieu d'une phrase sur les saveurs de gâteau. « J'espère que ce n'est pas impoli, mais je dois demander. » Elle s'est tournée vers moi, téléphone toujours en main. « Rachel, es-tu la Rachel Thompson? L'auteur ?» La question a flotté dans l'air. 4 paires d'yeux se sont tournés vers moi. Le silence était assourdissant. « De quoi parles-tu » a demandé ma mère, l'air confus. Jessica a levé son téléphone, affichant ce que j'ai reconnu comme étant ma page d'auteur sur le site de Penguin Random House. Rachel Thompson, auteur de Beneath Silent Water et The Weight of Unsaid Things, a-t-elle lu. Gagnante du National Book Critics Circle Award et du PEN Faulkner Award. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux brillants d'excitation. C'est toi, n'est-ce pas? La photo correspond. Mon cœur battait la chamade. Le moment que j'avais à la fois craint et secrètement fantasmé depuis des années se produisait, et je me sentais totalement impréparé. Laisse-moi voir ça, a dit Michael, se penchant vers le téléphone de Jessica. Ses yeux se sont écarquillés alors qu'il faisait défiler ce qui était sur l'écran. Putain de merde, a-t-il chuchoté, levant les yeux vers moi. Rachel, c'est vraiment toi. Mon père était devenu complètement immobile, sa fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche. Ma mère a tendu le bras à travers la table et a pratiquement arraché le téléphone des mains de Jessica. Ça doit être une sorte d'erreur, a-t-elle dit. Mais sa voix manquait de conviction alors qu'elle fixait l'écran. Une autre Rachel Thompson. Pas d'erreur, a dit Jessica, reprenant son téléphone et continuant à lire. L'écriture de Rachel Thompson a été comparée à celle de Joan Didion et Alice Munro. Son premier recueil de nouvelles a été décrit par le New York Times comme étant d'une assurance époustouflante, et son roman a passé 18 semaines sur la liste des best-sellers. Elle m'a regardé avec une admiration sincère. Je n'arrive pas à y croire. En fait, j'ai lu ton livre l'année dernière pour mon club de lecture. C'était incroyable. Le visage de ma mère s'était vidé de sa couleur. Mon père se penchait maintenant vers Jessica, essayant d'avoir un autre aperçu du téléphone. Il y a plus, a continué Jessica, clairement inconsciente du drame familial qu'elle exposait. Il est dit ici que votre roman a été pris en option pour un film par Paramount, avec une production prévue pour commencer l'année prochaine. Elle a fait défiler plus loin. Et tu viens d'être présenté dans la liste des 40 de moins de 40 ans du New Yorker, parmi les artistes influents. Michael me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Pourquoi ne nous as-tu rien dit de tout ça? A-t-il demandé, sa voix mêlant confusion et ce qui ressemblait à de la blessure. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. C'était le moment où mes deux vies séparées s'effondraient en une seule. J'ai essayé, ai-je dit doucement. Plusieurs fois. Ma mère a secoué la tête. C'est ridicule. Tu n'as jamais mentionné être une auteure célèbre. Nous nous serions souvenus de quelque chose comme ça. En fait, je l'ai fait, ai-je répondu, ma voix gagnant en force. Quand ma première histoire a été publiée dans The Atlantic, j'ai appelé à la maison et je vous l'ai dit. Tu as dit et c'est bien et tu as changé de sujet pour parler de la nouvelle voiture de Michael. Mon père a froncé les sourcils, semblant chercher dans sa mémoire. Les lèvres de ma mère se sont pincées en une ligne fine. Quand mon livre a été publié, je vous ai envoyé à tous les deux des exemplaires dédicacés, ai-je continué. Avez-vous jamais ouvert le paquet ou lu la carte que j'avais incluse? Mon père avait l'air sincèrement confus. Je ne me souviens d'aucun paquet. Il est arrivé juste avant Noël il y a 3 ans, ai-je dit. Maman a dit que c'était probablement juste des trucs de travail et l'a mis dans la chambre d'amis. Je l'ai vu là, non ouvert, quand j'ai visité cette année-là. Jessica avait l'air de plus en plus mal à l'aise, soudainement consciente de la dynamique familiale qu'elle avait exposée par inadvertance. Michael n'arrêtait pas de regarder entre moi et nos parents, comme s'il essayait de concilier la sœur qu'il pensait connaître avec l'auteur accompli sur le téléphone de Jessica. Eh bien, tu aurais dû préciser que c'était important, a dit ma mère sur la défensive. Tu sais à quel point les choses sont chargées pendant les fêtes. Jessica s'éclaircit doucement la gorge.
Tes livres sont vraiment remarquables, Rachel. La façon dont tu écris sur les dynamiques familiales et les attentes non dites, c'est si perspicace. Elle marqua une pause. En fait, maintenant que j'y pense, certaines de ces scènes familiales semblent presque familières. L'implication flottait dans l'air. Avais-je écrit sur ma propre famille tout ce temps? La réponse était oui et non. Mes personnages étaient fictifs, mais les vérités émotionnelles qu'ils traversaient, le sentiment d'invisibilité, le désir de reconnaissance, venaient directement de mon expérience dans cette maison même. Puis-je voir? A demandé mon père à Jessica, trouvant enfin sa voix. Elle lui a tendu son téléphone, et il a mis ses lunettes de lecture pour étudier l'écran. Alors qu'il lisait, son expression a changé, passant de la confusion à quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté. National Book Critics Circle Award, a-t-il murmuré. C'est important, n'est-ce pas? C'est l'un des prix littéraires les plus prestigieux d'Amérique, a confirmé Jessica. Ma mère luttait pour traiter cette nouvelle réalité. Si tu as tant de succès, a-t-elle dit avec une note de scepticisme, pourquoi vis-tu toujours dans ce minuscule appartement à Brooklyn? Pourquoi ne conduis-tu pas une meilleure voiture? C'était une réponse si typique, mesurant le succès par les possessions matérielles plutôt que par l'accomplissement ou l'épanouissement, que j'ai failli rire. Mon appartement n'est pas minuscule, maman. C'est un 2 pièces à Park Slope avec un bureau où j'écris. Et je prends le métro parce que se garer à New York est un cauchemar, pas parce que je ne peux pas me permettre une voiture. Il y a une page Wikipédia entière, a ajouté Jessica, apparemment inconsciente de la tension alors qu'elle continuait de faire défiler. Et regarde, voici une vidéo de Rachel acceptant son prix PEN Faulkner. Elle a retourné son téléphone pour montrer un extrait de moi sur scène, en robe de soirée noire, remerciant le comité et mon éditeur. La qualité surréaliste du moment s'est intensifiée. Ma famille regardant une vidéo de moi acceptant un prix littéraire majeur, tout en étant assis à la table du dîner où j'avais été écarté comme étant juste une moins que rien quelques minutes plus tôt. La réalisation que je n'étais pas qui ils pensaient que j'étais, que je n'avais jamais été qui ils pensaient que j'étais, semblait frapper chacun d'eux différemment. Mon père avait l'air déconcerté mais impressionné. Michael semblait choqué mais aussi curieux. Et ma mère avait l'air de voir sa vision du monde entière remise en question, son expression passant par l'incrédulité, la confusion, et quelque chose qui aurait pu être de l'embarras. Tout ce temps, a dit Michael lentement. Alors que nous pensions que tu étais juste. Il s'est tu, réalisant peut-être qu'il n'y avait pas de bonne façon de finir cette phrase. Juste une moins que rien. Ai-je complété, répétant les mots de ma mère de plus tôt. Oui. Tout ce temps. Le dîner qui avait été prévu pour célébrer les fiançailles de Michael et Jessica s'était transformé en quelque chose d'entièrement différent. L'équilibre du pouvoir avait changé, et aucun de nous ne savait tout à fait comment procéder. Jessica, sentant peut-être la tension monter, a tenté d'alléger l'ambiance. J'ai l'impression de dîner avec une célébrité, a-t-elle dit avec un rire nerveux. J'ai recommandé ton livre à tout le monde que je connais après l'avoir lu. La voix de ma mère a tranché l'air. Ça doit être une sorte de malentendu. Rachel nous aurait dit si elle était une écrivaine à succès. Elle s'est tournée vers moi, son expression se durcissant. Pourquoi cacherais-tu quelque chose comme ça à ta famille, à moins que tu ne l'inventes? L'accusation a piqué, mais c'était tellement typique de ma mère, incapable d'admettre qu'elle aurait pu avoir tort, retournant la situation pour se poser en victime plutôt que de reconnaître son rôle dans mon silence. Je ne voulais pas cacher, ai-je dit, ma voix stable malgré l'émotion qui montait en moi. Vous n'avez simplement jamais écouté. C'est absurde, a répondu ma mère. Nous avons toujours soutenu ton petit passe-temps d'écriture. Passe-temps, ai-je répété le mot comme de l'acide sur ma langue. C'est ce que tu penses que c'est, maman? Michael est intervenu. Jessica vient de nous montrer la page d'auteur professionnel de Rachel et son entrée Wikipédia. Ce n'est pas un passe-temps. Mon père, fixant toujours le téléphone de Jessica, a levé les yeux. Il y a des critiques ici du New York Times, du Washington Post, des photos de toi à des événements littéraires avec des gens célèbres. Il semblait sincèrement perplexe. Pourquoi ne partagerais-tu pas cela avec nous? La question, posée sans le ton accusateur de ma mère, méritait une réponse honnête. J'ai essayé de le partager avec vous, ai-je dit en croisant son regard. Quand j'ai eu mon premier contrat de livre, j'ai appelé à la maison, extatique.
Maman a répondu et a dit qu'elle ne pouvait pas parler parce qu'elle était en route pour le match de softball de Michael. Elle a dit qu'elle rappellerait, mais ne l'a jamais fait. Mon père a froncé les sourcils, jetant un coup d'œil à ma mère, qui évitait ses yeux. Quand mon premier livre a été publié, ai-je continué, je vous ai envoyé à tous les deux des exemplaires dédicacés avec un mot disant à quel point cela signifierait pour moi d'avoir votre soutien à mon événement de lancement à New York. Vous n'avez jamais répondu. J'ai vérifié les prix des billets d'avion en espérant que vous viendriez. Mais vous n'avez même pas accusé réception des livres. Nous étions probablement occupés, a dit ma mère sur la défensive. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'on laisse tout tomber pour. Pourquoi, maman? Les jeux interrompus, des années de sentiments refoulés se libérant enfin. Pour la plus grande réussite de ta fille? Parce que c'est exactement ce que vous avez fait pour Michael à chaque fois. Vous n'avez jamais manqué un seul de ces matchs, ou cérémonies, ou célébrations. Pas un seul. Michael a bougé mal à l'aise sur son siège. Jessica a posé une main sur son bras, son expression sympathique. Quand j'ai gagné mon premier Grand Prix, ai-je continué, j'ai appelé à la maison depuis l'hôtel juste après la cérémonie, portant encore ma robe de soirée. Papa, tu as répondu et dit que maman dormait et que tu regardais un match. Tu as dit de rappeler demain. Quand je l'ai fait, aucun de vous n'a décroché. Le visage de mon père a rougi de ce qui ressemblait à de la honte. Je n'avais pas réalisé. Je ne savais pas que c'était important. Comment pouviez-vous ne pas savoir? La question a jailli de moi avec plus d'émotion que je ne l'avais prévu. Comment mes propres parents pouvaient-ils ne pas savoir ou ne pas se soucier des moments les plus significatifs de ma carrière? Avez-vous jamais une seule fois cherché mon nom sur Google? Vous êtes-vous jamais demandé ce que je faisais réellement à New York toutes ces années? Les lèvres de ma mère se sont amincies. Tu as toujours été dramatique, Rachel. Si ton écriture avait vraiment tant de succès, pourquoi ne te serais-tu pas assuré que nous le sachions? Parce qu'à chaque fois que j'essayais, tu changeais de sujet pour parler de Michael, ai-je répondu, ma voix se brisant légèrement. À chaque fois. Au bout d'un moment, j'ai arrêté d'essayer. Ça faisait trop mal de continuer à offrir des morceaux de moi-même pour les voir ignorés. Jessica s'éclaircit doucement la gorge. Ton roman, a-t-elle dit en me regardant. Celui sur la plus jeune fille dont l'art est découvert après qu'elle a quitté la maison. Était-ce autobiographique? Avant que je puisse répondre, ma mère a coupé la parole. Es-tu en train de dire que tu as écrit des histoires sur nous, sur les affaires de famille? Comment as-tu pu faire quelque chose de si? J'écris de la fiction, ai-je interrompu fermement. Mes personnages ne sont pas vous, mais la vérité émotionnelle de se sentir invisible dans sa propre famille. Oui, j'ai puisé dans cette expérience. Michael avait l'air de plus en plus mal à l'aise. Je n'avais aucune idée que tu ressentais cela, a-t-il dit doucement. Tu n'as jamais rien dit. Aurais-tu écouté si je l'avais fait? Ai-je demandé sans méchanceté. Tu étais occupé à être l'enfant chéri, Michael. Ce n'était pas ta faute, mais c'était notre réalité. Mon père, qui avait fait défiler l'écran sur le téléphone de Jessica, a levé les yeux avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Certaines de ses critiques mentionnent comment ton travail explore les thèmes de la négligence parentale et de l'amour conditionnel. Sa voix était calme. Est-ce ainsi que tu nous vois, Rachel? Comme des parents négligents? La question flottait dans l'air, lourde de décennies de blessures non dites. J'ai pris une profonde inspiration. Je vous vois comme des parents qui n'avaient de la place que pour un seul enfant qui réussit, ai-je dit prudemment. Et je n'étais pas cet enfant. Alors, j'ai construit une vie et une carrière qui ne dépendaient pas de votre approbation, ni même de votre conscience. Et maintenant, nous y sommes. Ma mère s'est levée brusquement, sa chaise raclant le plancher de bois franc. Je dois débarrasser les assiettes à dessert, a-t-elle dit, bien que personne n'ait fini de manger. Elle a commencé à rassembler la vaisselle avec des mains tremblantes. Barbara, assieds-toi, a dit mon père avec une fermeté inhabituelle. C'est important. Ce qui est important, c'est que Rachel a apparemment nourri toutes ses rancœurs pendant des années, a répondu ma mère, sa voix serrée, écrivant des livres sur le fait que nous sommes de terribles parents. Maman, ce n'est pas ce que Rachel a dit, l'a interrompu Michael. Et tu viens bien de la traiter de moins que rien il y a moins d'une heure. Ma mère s'est figée, les assiettes à la main, comme si elle avait oublié ce commentaire. Jessica a grimacé visiblement.
Je n'ai jamais dit que vous étiez de terribles parents, ai-je clarifié. Mais oui, j'ai été blessé à plusieurs reprises. Et au lieu de vous confronter, j'ai canalisé ces sentiments dans mon écriture. C'est ce que font les écrivains. Nous transformons nos expériences en histoires. Des histoires qui t'ont rendu célèbre tout en nous faisant paraître mauvais, a dit ma mère avec amertume. Personne ne sait que les livres sont liés à vous, ai-je répondu. Je n'ai jamais dit qu'ils étaient autobiographiques. C'est ta culpabilité qui parle, pas mes mots. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère est restée debout, serrant les assiettes comme un bouclier. Mon père avait l'air perdu dans ses pensées. Michael et Jessica échangeaient des regards mal à l'aise. J'ai envisagé de me lever et de partir. Ce serait plus facile que de continuer cette conversation douloureuse, mais quelque chose me retenait sur mon siège. Peut-être la même persistance obstinée qui m'avait fait continuer à écrire malgré des années de rejet avant mon premier succès. Je n'ai jamais voulu avoir cette conversation, ai-je admis. Mais maintenant que nous y sommes, peut-être qu'il est temps d'être honnête. J'ai construit une vie dont je suis fier, une carrière qui m'épanouit. Je l'ai fait sans votre soutien ou votre reconnaissance. Cela ne devrait pas diminuer votre fierté pour les accomplissements de Michael. Il y a toujours eu de la place pour que nous réussissions tous les deux, même si vous ne pouviez pas le voir. Mon père a enlevé ses lunettes et s'est frotté les yeux. Je ne sais pas quoi dire, Rachel. Je suis désolé que nous ayons manqué tant de choses. C'était la première excuse sincère que j'entendais dans cette maison, et elle a atterri comme une pierre dans une eau calme, les ondes se propageant vers l'extérieur. Les défenses de ma mère ont semblé s'effriter légèrement. Elle a posé les assiettes et s'est laissée retomber dans sa chaise. Pourquoi ne nous as-tu pas fait comprendre? A-t-elle demandé, mais le ton accusateur avait quitté sa voix. Ce n'était pas ma responsabilité, ai-je dit doucement. Les parents sont censés voir leurs enfants, les deux, pas seulement celui qui correspond à leur récit préféré. Michael a tendu la main à travers la table et a touché la mienne brièvement. Je ne l'ai pas vu non plus, a-t-il dit. Je suis désolé, Rachel. La reconnaissance de mon frère, inattendue et sincère, m'a mis les larmes aux yeux, que j'ai rapidement clignées pour les chasser. Jessica, qui était restée silencieuse pendant la confrontation, a pris la parole. Pour ce que ça vaut, a-t-elle dit, tes livres sont magnifiques. Ils ont touché tant de gens. C'est un don rare. Dans le silence inconfortable qui a suivi, j'ai réalisé que quelque chose avait fondamentalement changé. La dynamique familiale, calcifiée depuis des décennies, s'était fissurée. Ce qui pousserait à sa place restait à voir, mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Pour le meilleur ou pour le pire, j'étais enfin visible dans la maison de mes parents. Le reste du dîner s'est passé dans un étrange mélange de tension et de révélation. Ma mère a fait une tentative sans conviction pour servir le dessert, une mousse au chocolat qui est restée largement intouchée. Alors que la conversation continuait par à-coups, Jessica, semblant déterminée à normaliser la situation, a posé des questions réfléchies sur mon processus d'écriture et mes projets à venir. J'ai répondu prudemment au début, puis avec une ouverture croissante en réalisant que son intérêt était sincère. Je travaille en fait sur un nouveau roman, ai-je admis, partageant des détails de mon travail publiquement avec ma famille pour la première fois. C'est à propos de sœurs séparées dans l'enfance qui se retrouvent à l'âge adulte, pour découvrir qu'elles ont vécu des vies parallèles. Ça a l'air fascinant, a dit Jessica. Sera-t-il publié l'année prochaine? Si je respecte mon délai, oui. Mon éditeur espère une sortie au printemps. Ma mère a poussé son dessert autour de son assiette. Je suppose que nous devrons attendre la version cinéma, a-t-elle dit. Une tentative d'humour sans conviction qui est tombée à plat. En fait, ai-je répondu, si tu veux le lire avant cela, je pourrais t'envoyer les épreuves une fois qu'elles seront prêtes. L'offre flottait dans l'air, un rameau d'olivier timide. Mon père s'est éclairci la gorge. J'aimerais ça, a-t-il dit doucement. J'aimerais lire tes livres, tous. Michael a hoché la tête en accord. Moi aussi. Je n'arrive pas à croire que ma petite sœur est une auteure célèbre, et je ne le savais même pas. Je ne suis pas exactement célèbre, ai-je clarifié. La fiction littéraire n'est pas exactement un statut de célébrité. Ta page Wikipédia ne serait pas d'accord, a remarqué Jessica avec un sourire. Et le New York Times non plus. Après le dessert, nous sommes passés au salon.
Ma mère s'est excusée pour aller à la cuisine, prétendant qu'elle avait besoin de commencer la vaisselle, bien que je soupçonne qu'elle avait besoin d'espace pour traiter tout ce qui s'était passé. Jessica a touché le bras de Michael. Pourquoi n'aides-tu pas ta mère? J'adorerais discuter un peu plus avec Rachel de son travail. Michael a semblé soulagé d'avoir une directive et s'est dirigé vers la cuisine. Mon père a marmonné quelque chose à propos de vérifier le score du match des Indians et a disparu dans son bureau, nous laissant, Jessica et moi, seuls. Dès qu'ils ont été hors de portée de voix, Jessica s'est tournée vers moi avec une expression d'excuse. Je suis tellement désolée si j'ai causé des problèmes, a-t-elle dit. Je n'avais aucune idée qu'il ne savait pas pour ta carrière. Ce n'est pas ta faute, l'ai-je assuré. Cela s'accumulait depuis des années. Il fallait probablement que ça arrive. Jessica a hoché la tête pensivement. J'ai reconnu ton nom immédiatement, a-t-elle avoué. Quand Michael a mentionné que sa sœur Rachel était écrivaine à New York, je me suis demandé si ça pouvait être toi. Mais quand je suis arrivé ici et que personne n'a mentionné tes livres, j'ai pensé que je devais me tromper. Donc, la recherche Google au dîner était délibérée, a-t-elle admis. Quand ta mère a fait ce commentaire sur le fait que tu étais une moins que rien, je ne pouvais pas y croire. Je savais que j'avais lu ton travail. J'ai pensé que peut-être en leur montrant. Elle s'est tue, l'air incertain. Les forcer à me reconnaître, ai-je suggéré. Elle a hoché la tête, semblant légèrement embarrassée. Était-ce terrible de ma part? J'ai considéré la question. Non, ai-je finalement dit. Peut-être que cela devait venir de quelqu'un en dehors de la famille. Il ne m'aurait peut-être jamais cru. Nous avons été interrompus par le retour de Michael de la cuisine. Il s'est assis à côté de Jessica, me regardant avec de nouveaux yeux. Maman est bouleversée, a-t-il rapporté. Papa lui parle dans la cuisine maintenant. Je suis désolé pour ça, ai-je dit, le pensant vraiment. Malgré tout, je n'avais pas voulu les blesser. Michael a secoué la tête. Ne t'excuse pas. C'est moi qui devrais être désolé. Je n'ai jamais réalisé. Il a fait une pause, luttant avec ses mots. Je n'ai jamais vu comment il te traitait différemment. J'étais tellement pris par mes propres affaires. Tu étais un enfant aussi, Michael, lui ai-je rappelé. Ce n'était pas ta responsabilité de corriger le comportement de nos parents. Quand même, a-t-il insisté, j'aurais dû remarquer. Toutes ces cérémonies de remise de prix et ces publications que tu as mentionnées. Je n'ai jamais même demandé ce que tu faisais à New York toutes ces années. Pas vraiment, Jessica a serré sa main en guise de soutien. Le truc, c'est que, a continué Michael, j'ai toujours pensé que tu étais la chanceuse. Maman et papa étaient tellement concentrés sur moi, me poussant constamment vers le succès, surveillant chaque note et chaque réussite. Tu semblais libre de faire ton propre truc sans toute cette pression. Je n'ai jamais réalisé que le revers de cette liberté était l'invisibilité. Sa perception m'a stupéfaite. Toutes ces années où je lui avais envié l'attention et l'approbation, il m'avait envié la liberté d'échapper à l'examen minutieux. C'était une perspective que je n'avais jamais envisagée. Peut-être que nous pouvons recommencer, a-t-il suggéré. En tant qu'adulte. Je veux tout savoir sur ta vie, Rachel. Ta vraie vie, pas la version aseptisée que tu as partagée pendant les fêtes. L'offre m'a touché profondément. J'aimerais ça, ai-je dit simplement. Mon père est apparu dans l'encadrement de la porte, paraissant plus vieux qu'au dîner. Ta mère a besoin d'un peu de temps, a-t-il dit. Ça a été beaucoup à assimiler. Il s'est assis lourdement dans son fauteuil, le même siège qu'il avait occupé tout au long de mon enfance. J'ai regardé ta page d'auteur sur mon téléphone, a-t-il admis. Les critiques, les prix. Je n'avais aucune idée, Rachel. Aucune idée du tout. Je sais, papa, ai-je dit doucement. Non, tu ne comprends pas, a-t-il insisté. Nous t'avons laissé tomber. Je t'ai laissé tomber. Toutes ces fois où tu as essayé de nous parler de ton travail et où nous ne t'avons tout simplement pas entendu. Il a levé les yeux humides. Je suis si fier de ce que tu as accompli. Si fier. Et j'ai honte qu'il ait fallu une étrangère pour me le faire voir. Jessica a bougé mal à l'aise d'être appelée une étrangère, mais est restée silencieuse. Il n'est pas trop tard, ai-je dit, me surprenant moi-même avec ces mots. Pour s'intéresser, pour s'impliquer. Si vous le voulez bien,
il a hoché la tête fermement. Nous le voulons. Ta mère aussi, même si elle ne peut pas encore le dire. La soirée s'est terminée plus tôt que prévu. Les révélations émotionnelles avaient épuisé tout le monde. Alors que je me préparais à partir, Jessica m'a serré chaleureusement dans ses bras. Ce n'était pas le dîner auquel je m'attendais, a-t-elle dit avec un sourire ironique. Mais je suis contente d'avoir enfin rencontré la vraie Rachel Thompson. Je suis une authentique fan de ton travail. Michael m'a serré aussi, plus longtemps que d'habitude. Ça ne règle pas tout, a-t-il dit doucement. Mais c'est un début, non? J'ai hoché la tête, incapable de faire confiance à ma voix. Mon père m'a accompagné jusqu'à la porte. Reviendras-tu pour le dîner du dimanche la semaine prochaine? A-t-il demandé. J'aurai lu ton premier livre d'ici là. Nous pourrions en parler. L'invitation, si simple mais si significative, a amené des larmes inattendues à mes yeux. Je serai là, ai-je promis. Ma mère est restée dans la cuisine, n'émergeant pas pour dire au revoir. Je comprenais qu'elle avait besoin de temps, que sa vision du monde avait été remise en question de manière fondamentale. Le changement ne se produirait pas du jour au lendemain. En retournant à mon hôtel, je me sentais plus légère d'une certaine manière, comme si un poids que j'avais porté pendant des décennies avait commencé à bouger. Mes deux vies séparées étaient entrées en collision. Et bien que l'accident ait été douloureux, peut-être que quelque chose de nouveau et de plus authentique pourrait émerger de l'épave. Pour la première fois depuis des années, je me suis permis d'espérer que ma prochaine visite à la maison pourrait être différente. Que je pourrais enfin être vu, pleinement vu, par les gens qui m'avaient façonné, pour le meilleur et pour le pire. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Mais c'était un début. 3 mois après le dîner qui a tout changé, un colis est arrivé à mon appartement de Brooklyn. L'adresse de l'expéditeur était la maison de mes parents dans l'Ohio. Je l'ai ouvert avec des doigts curieux pour trouver mes livres. Pas les exemplaires que j'avais envoyés il y a des années, mais de nouveaux, récemment achetés. À l'intérieur de la couverture de Beneath Silent Water, il y avait un mot de l'écriture précise de mon père. Rachel, j'ai lu ceci 2 fois maintenant. La première fois pour connaître l'histoire, la deuxième fois pour entendre ta voix dedans. Je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour écouter. Tes mots sont magnifiques. Ils comptent. Tu comptes. Amour, papa. J'ai tracé son écriture du bout du doigt, sentant les indentations sur la page. Au cours des 3 mois depuis que Jessica avait cherché mon nom sur Google à table, de petits changements s'étaient accumulés comme des flocons de neige, transformant progressivement le paysage de mes relations familiales. Mon téléphone a sonné, interrompant mes pensées. Le nom de Michael est apparu sur l'écran. Et, le colis de papa est arrivé? A-t-il demandé quand j'ai répondu. Je viens juste de l'ouvrir, ai-je confirmé. C'est inattendu. Il a commandé tes livres le lendemain de ce dîner, a dit Michael. Il les relit encore et encore. Maman aussi, bien qu'elle soit moins loquace à ce sujet. Nos conversations avaient changé depuis cette nuit-là. Nous nous parlions chaque semaine maintenant, de longues discussions qui allaient au-delà des plaisanteries de surface. Michael était devenu sincèrement intéressé par ma vie et mon travail, posant des questions réfléchies sur mon processus d'écriture et mes projets à venir. Comment avance le nouveau livre? A-t-il demandé maintenant. Je viens de finir le 2e brouillon, lui ai-je dit. Mon éditeur pense que c'est la chose la plus forte que j'ai écrite. C'est génial, Rachel. Vraiment génial. Il a fait une pause. En fait, c'est en partie pour ça que j'appelle. Jessica et moi nous demandions si tu envisagerais de faire une lecture lors de notre fête de fiançailles le mois prochain, à partir de ton travail. Je veux dire, quelque chose qui compte pour toi. L'invitation m'a stupéfaite. Tu es sûr? C'est votre célébration. Je ne veux pas détourner l'attention de vous. Michael a ri. Rachel, ma sœur est une auteure célèbre. Je suis fier de ça. Je veux que nos amis et notre famille sachent qui tu es vraiment, pas la version que nous avons tous prétendu que tu étais pendant tant d'années. Ces mots m'ont touché profondément. Alors, oui, je serais honoré. Génial. Et une dernière chose, maman a réorganisé le plan de table pour le dîner. Elle te veut à la table principale avec nous et les parents de Jessica. La signification de cela ne m'a pas échappé. Dans notre famille,
les plans de table avaient toujours été hiérarchiques, avec les invités les plus importants placés au plus près de mes parents. Ma place traditionnelle lors des réunions de famille avait été à la périphérie, une réflexion après coup. Ce changement, aussi petit qu'il puisse paraître aux étrangers, représentait un changement fondamental dans la dynamique familiale. Est-ce que maman est d'accord avec tout ça? Ai-je demandé prudemment. Michael a soupiré. Elle essaie, Rachel. Ce n'est pas facile pour elle d'admettre à quel point elle avait tort toutes ces années. Mais papa a été étonnamment ferme à ce sujet. Je ne l'ai jamais vu lui tenir tête comme ça avant. La pensée de mon père, généralement si réfractaire au conflit, plaidant pour moi, a apporté une émotion inattendue. Jessica a été géniale aussi, a continué Michael. Elle a fait rejoindre son club de lecture à maman. Et devine quel livre elle lise le mois prochain? J'ai ri à cette image. Maman dans un club de lecture discutant de mon roman, je paierais pour voir ça. Elle est nerveuse à ce sujet, a admis Michael. Elle a peur de ne pas le comprendre correctement ou de dire la mauvaise chose. Je pense qu'elle réalise enfin ce qu'elle a manqué toutes ces années. Après avoir raccroché, je me suis assise avec le mot de mon père et cette nouvelle information, essayant de traiter à quel point les choses avaient changé en si peu de temps. Le modèle familial établi depuis des décennies était en train d'être réécrit, maladroitement mais sincèrement. Ma mère avait appelé la semaine précédente. Notre conversation était guindée mais révélatrice. Elle avait mentionné presque nonchalamment qu'elle avait parlé de mes livres à son club de bridge. La fille de Marilyn Jenkins est professeure d'anglais à l'Université d'État de l'Ohio, avait-elle dit. Elle a apparemment mis ton roman au programme de son cours de littérature contemporaine. Marilyn était très impressionnée quand j'ai mentionné que tu étais ma fille. La fierté dans sa voix, bien que réticente, était nouvelle. Elle découvrait, peut-être pour la première fois, que mes accomplissements pouvaient rejaillir positivement sur elle, tout comme ceux de Michael l'avaient toujours fait. Ce n'était pas la reconnaissance pure et inconditionnelle que j'aurais pu souhaiter, mais c'était un progrès. La fête de fiançailles est arrivée plus vite que prévu. Je suis arrivé à la maison de mes parents avec un mélange d'anticipation et d'appréhension. La maison semblait différente d'une certaine manière, bien que rien n'ait physiquement changé. C'était peut-être ma perception qui avait changé. Jessica m'a accueilli avec une étreinte chaleureuse. Je suis tellement contente que tu sois là tôt. Viens voir l'installation dans le jardin. Le jardin avait été transformé avec des guirlandes lumineuses et des arrangements floraux. Un petit podium se tenait près du patio avec un micro. Pour ta lecture, a expliqué Jessica. J'espère que ça va. Certains membres de ma famille sont de grands fans de ton travail. Ma cousine Abigail enseigne l'anglais et utilise tes histoires dans ses cours. À l'intérieur, ma mère dirigeait les traiteurs avec sa précision habituelle. Elle s'est arrêtée quand elle m'a vu, son expression s'adoucissant légèrement. Rachel, c'est bien que tu sois là. Je t'ai mise à la table numéro 1 avec nous et les Clark, a-t-elle dit, faisant référence aux parents de Jessica, et j'ai dit au barman d'avoir du champagne prêt pour après ta lecture. Une telle considération de sa part était sans précédent. Merci, maman, ai-je dit simplement, ne voulant pas en faire trop et risquer qu'elle se replie. Tes cheveux sont jolis, a-t-elle ajouté maladroitement. La longueur te va bien. C'était un petit compliment, mais venant de ma mère, il semblait significatif. Mon père a émergé de son bureau, le visage s'illuminant quand il m'a vu. Rachel, il m'a étreinte avec un enthousiasme inhabituel. J'ai fini ton deuxième livre la semaine dernière. La scène où la protagoniste affronte son mentor à la cérémonie de remise des prix. Une écriture brillante. Nous avons parlé du livre pendant plusieurs minutes. Une expérience surréaliste dans cette maison où mon écriture avait été invisible pendant si longtemps. Mon père avait toujours été un lecteur avide. Mais maintenant, il lisait mes mots, s'engageait avec mes pensées, me voyait à travers mon travail. À mesure que les invités commençaient à arriver, j'ai observé un changement subtil mais significatif. Lorsque ma mère me présentait à ses amis, elle ne disait pas simplement « Voici Rachel, notre fille ». Au lieu de cela, elle disait « Voici Rachel, notre fille, l'auteur ». Ses livres ont remporté plusieurs prix majeurs. La fierté dans sa voix, bien que toute nouvelle, était indéniable. Elle apprenait, tardivement mais peut-être pas trop tard, à me voir clairement. Michael et Jessica circulaient parmi les invités, s'arrêtant souvent pour m'inclure dans les conversations, s'assurant que je ne sois pas relégué à l'arrière-plan,
comme cela avait été le schéma lors des réunions de famille tout au long de ma vie. Quand le moment est venu pour ma lecture, le père de Jessica m'a présenté avec une admiration sincère, énumérant mes accomplissements avec le respect qu'il méritait. Je me suis approché du podium en ressentant un mélange complexe d'émotions, vulnérabilité à partager mon travail dans ce cadre, fierté de mes accomplissements, et traces persistantes de la fille insécure que j'avais été pendant si longtemps. J'avais choisi un passage de mon deuxième roman, une scène où un personnage trouve enfin sa voix après des années de silence. Pendant que je lisais, j'étais consciente que mes parents écoutaient attentivement, entendant peut-être des échos de notre propre relation compliquée dans le récit fictif. Les applaudissements qui ont suivi ont été enthousiastes. Ma mère, à ma grande surprise, a essuyé des larmes de ses yeux. Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin, elle s'est approchée de moi là où je discutais avec la mère de Jessica. « Ta lecture était magnifique », a-t-elle dit, sa voix inhabituellement douce. « Je ne savais pas que tu pouvais écrire comme ça. »« Tu n'as jamais demandé à savoir », ai-je répondu, non pas de manière accusatrice, mais en énonçant une simple vérité. Elle a hoché la tête, reconnaissant le point. « Je demande maintenant », a-t-elle dit. « Mieux vaut tard que jamais. » C'était offert comme une question, timide et incertaine. La mère qui avait toujours été si confiante, si sûre de ses opinions et jugements, demandait une seconde chance. « Mieux vaut tard que jamais », ai-je accepté. Notre relation ne serait jamais parfaite. Trop d'eau avait coulé sous ce pont particulier. Mais le courant changeait de direction, lentement mais perceptiblement. Là où il y avait eu autrefois du dédain et de l'invisibilité, il y avait maintenant de la reconnaissance, même tardive. Alors que je retournais à New York le lendemain, j'ai réfléchi au voyage qui m'avait amené à ce point. Les années douloureuses à être négligées avaient alimenté ma détermination à réussir, à créer un travail qui exigeait de l'attention. L'ironie ne m'échappait pas que l'échec de ma famille à me voir m'avait finalement rendu plus visible au monde. Je n'avais jamais écrit pour leur approbation ou leur reconnaissance. J'avais écrit parce que je le devais, parce que les histoires en moi exigeaient d'être libérées. Pourtant, il y avait une satisfaction indéniable à être enfin vu par les gens qui m'avaient façonné, pour le meilleur et pour le pire. Mon téléphone a sonné avec un texto de Michael. Papa vient de commander tes livres pour tout son club de golf. Maman est horrifiée par le langage inapproprié qu'ils vont tous lire. Le progrès prend des formes étranges. J'ai ri à voix haute dans ma voiture vide. Le progrès, en effet. La fille invisible avait enfin été vue. L'art moins que rien était devenu quelqu'un, non pas parce qu'une recherche Google avait révélé mes accomplissements, mais parce que j'avais persisté à croire que ma voix comptait, même quand ceux qui auraient dû l'entendre en premier n'écoutaient pas. Cette persistance, plus que n'importe quel prix ou reconnaissance, était la véritable mesure de mon succès. Alors, et vous? Avez-vous déjà été sous-estimé par votre famille ou vos amis? Comment avez-vous réagi lorsqu'ils ont enfin reconnu vos réalisations? J'adorerais entendre vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Aussi, si vous avez apprécié cette histoire, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'expériences de vie réelle. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un rappel que le fait d'être négligé ne définit pas votre valeur. Merci beaucoup d'avoir écouté, et rappelez-vous, parfois, les personnes qui vous voient clairement sont celles auxquelles vous vous attendez le moins. Votre voix compte, toujours.